là là, les sagas. On en commence toujours une tonne, on a toujours envie d'en commencer plus. Mais quand on avance dans celle qu'on a entamée, ça fait du bien quand même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler update lecture, mais plus précisément saga. Parce que oui, comme je vous l'avais annoncé dans mes résolutions pour l'année 2017, j'ai choisi d'avancer dans mes sagas en cours avant d'en commencer de nouvelles et d'essayer d'en terminer. Parce que oui, les sagas, on en commence toujours plein, mais c'est assez rare d'en terminer, autant qu'on se l'avoue. Donc je me suis dit, j'en termine une pour pouvoir recommencer une nouvelle. Enfin, à l'exception des Orphelins de Baudelaire, parce que je compte me faire une relecture parce qu'il y a la série télé qui commence. Oui, youpi! Du coup, j'ai avancé dans 3 de mes sagas. Il est temps aujourd'hui pour moi de vous faire un update de ces tomes que j'ai pu lire. Et dans l'ensemble, ça a été d'assez bonne lecture. Donc on commence sans plus tarder. C'est parti. On commence avec Rupture, qui est le tome 3 de la saga Night School de C.J. Dougherty, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors là, sur ce tome-ci, je suis un petit peu plus mitigée. Pour vous résumer l'histoire, bien évidemment, je ne vais pas vous parler du tome 3 parce que ce serait vous spoiler magistralement, mais je vais vous résumer rapidement le tome 1 pour que vous sachiez à peu près de quoi parle Night School, même si je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Dans Night School, on va suivre le personnage d'Ali Sheridan qui, dans le tome 1, est un petit peu perdu puisque son frère a disparu. Cet accident, cette chose qui est arrivée dans sa vie a complètement brisé sa famille, on s'en doute bien, c'est un événement quand même énorme et traumatisant, et sa manière d'exprimer sa détresse face à ce qui s'est passé, face à la disparition de son frère, ça va être de faire quelques petites choses pas très top, comme aller taguer par exemple la nuit les murs de son lycée avec ses amis. Face à son comportement, ses parents ne savent pas trop réagir et prennent la solution de l'envoyer à Cimmeria, qui est un pensionnat assez particulier. Ali va vite le découvrir. Ce pensionnat a une allure de bâtiment très gothique et il s'y passe tout un tas de choses mystérieuses, notamment la fameuse Night School, qui est une école qui se déroule la nuit avec des élèves de Cimmeria qui font des choses très particulières. C'est vraiment entouré d'une bulle de mystère et Ali va vite découvrir que elle a sa petite participation à jouer dans le mystère. Je vous en dis pas plus, c'est un petit peu l'histoire de Night School. Alors je vous ai présenté Night School dans mon top 10 de l'année 2016 parce que j'avais énormément aimé le premier tome. Le tome 2 un petit peu moins, mais je l'avais quand même beaucoup apprécié. Même si ça avait été un plus petit coup de cœur, on va dire, que le premier. Mais là, le troisième, pour moi, ça a été une complète déception. Je suis vraiment mitigée sur ce troisième tome. Donc on va commencer par ce qui est positif, parce que c'est toujours mieux de commencer par ce qui est bien, n'est-ce pas? J'étais très contente bien évidemment de retrouver les personnages auxquels je me suis attachée dans les tomes précédents. C'est toujours un plaisir, l'impression un petit peu de rentrer à la maison. J'étais très contente aussi de retrouver l'atmosphère vraiment très particulière, comme je vous le disais, que je ne retrouve que dans Night School, cette atmosphère mystérieuse, sombre, vraiment gothique j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ce que m'inspire cette saga. Et retrouver la plume de C.J. Dougherty qui est quand même géniale, c'est une plume complètement addictive, autant qu'on se l'avoue, parce qu'on a toujours envie de savoir la suite, il y a des rebondissements, il y a du suspense, d'autant plus que le deuxième tome, il se finissait un peu sur une suite, voilà, où j'avais tout de suite envie d'avoir les réponses à mes questions, donc bien évidemment, j'avais une envie incroyable de me plonger dans ce troisième tome. Mais malheureusement, les réponses à mes questions, je les ai pas trop trouvées dans ce troisième tome et je les trouvais un petit peu plus plats, si je peux dire, que les tomes précédents, parce que j'ai trouvé que l'action n'arrivait que dans le dernier tiers du roman. Donc déjà, les 2 premiers tiers, tout ce que je voulais c'était avoir les réponses à mes questions, ça n'arrivait pas, j'étais « Ah mais je veux savoir », et finalement non. Voilà, je trouve qu'il s'est pas passé grand chose, et là on arrive au dernier tiers, c'est apothéose, feu d'artifice, tout ce que vous voulez. Mais finalement, j'ai toujours pas les réponses à mes questions. Donc voilà, à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçue. Et puis le personnage d'Ali dans ce tome-ci m'a beaucoup tapé sur le système, tapé sur les nerfs, tout ce que vous voulez. Tout d'abord à cause de ses indécisions amoureuses. Dans ce tome-ci, elle est complètement perdue au niveau amoureux et on va voir apparaître un triangle amoureux, ce qui, moi, n'est pas une chose qui me dérange habituellement, mais là, le triangle, il changeait toutes les 10 pages presque, et ça a commencé très vite à me pomper un petit peu le système, parce que du coup, cette intrigue de triangle amoureux et cette indécision amoureuse de la part du personnage principal d'Ali va quand même prendre le dessus, comme je le disais, sur les 2 premiers tiers du roman, et à cause de ça, du coup, on va moins parler de l'intrigue, on va moins parler des mystères, et j'aurai pas les réponses à mes questions. Donc ça va quand même un petit peu déçu. Et puis Ali, il faut quand même dire, c'est une sacrée tête de mule. On lui dit de ne surtout pas faire ça parce que c'est méga dangereux, vous pouvez être sûr que presque à tous les coups, elle va foncer dans le tas et elle va y aller quand même.
Parfois, je l'admets, elle a des raisons très honorables et très légitimes, mais d'autres fois, c'est vraiment très discutable et j'avais vraiment envie de la secouer et de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? On t'a dit de ne pas le faire !» Voilà, comme un gamin de 3 ans, un petit peu. Et ça m'a un petit peu saoulée. Malgré tout, comme je le disais, la fin c'était feu d'artifice et j'ai envie quand même d'avoir les réponses à mes questions parce que j'espère qu'elles arriveront à un moment. Donc je vais lire le 4e tome, mais pour moi le premier tome était un énorme coup de cœur. Le deuxième un petit peu moins bien, mais j'ai quand même eu un coup de cœur parce que j'ai passé un très bon moment. Et là le troisième, voilà, on est en chute complète. J'espère que le 4e saura vraiment remonter le niveau parce que là j'ai été quand même très déçue de ce 3e tome. On continue encore une fois avec un 3e tome, mais cette fois-ci ça a été une très bonne lecture. Il s'agit du Petit Chaperon Rouge, donc c'est le 3e tome de la saga Les Sœurs Grimm, écrit par Michael Buckley, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors cette saga, elle est tout simplement génialissime, c'est une saga jeunesse réécriture de contes et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'elle est top. Même si malheureusement cette saga est actuellement composée de 9 tomes. Mais il n'y en a que 6 qui sont traduits en français et pour l'instant il n'y a pas de traduction envisagée pour les 3 derniers tomes et je trouve ça dommage parce que c'est tout simplement génial. Pour vous résumer très rapidement encore une fois le premier tome, Les Sœurs Grimm, c'est l'histoire de Daphné et Sabrina qui sont sœurs comme vous vous en doutez, qui s'appellent Daphné et Sabrina Grimm, qui vivent une vie un petit peu voilà tranquillou et leur vie va basculer le jour où leurs parents vont mystérieusement disparaître. On ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas du tout ce qui leur est arrivé, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une main rouge qui est la marque de leur disparition. Voilà, c'est tout ce qu'elles savent. Mais bon, elles n'ont plus de parents, donc bien évidemment les services sociaux vont les récupérer, elles vont être amenées de famille d'accueil en famille d'accueil et avoir une vie pas des plus cool. Et Sabrina va développer un instinct pour s'évader incroyable, l'assistante sociale qui s'occupe d'elle n'en peut plus parce que personne ne veut de ces deux filles dans leur famille, elles sont insupportables. Et finalement, un jour, une dame qui s'appelle Relda Grimm dit être la grand-mère de ces deux petites filles, et donc du coup, vu qu'elle est de la famille, c'est vers elle que la garde va se tourner. Mais Sabrina, elle est un petit peu suspicieuse quand même, parce que ce serait sa grand-mère, d'accord, mais elles en ont jamais entendu parler. Et puis pourquoi est-ce que ce serait, je ne sais pas combien de temps après la disparition de leurs parents, que la grand-mère mystérieusement se réveille? Voilà, Daphné, elle se dit « On a une grand-mère, c'est super, c'est génial, on y va ». Cette grand-mère habite dans un village un petit peu particulier qui s'appelle Port Fairy. Et dans ce village un petit peu particulier, il y a des gens très particuliers aussi, puisque on les nomme les fins des temps. Et en fait, ce sont des personnages qui viennent tout droit des contes des Frères Grimm. On peut dire contes entre guillemets, puisque nous, humains, voilà, de notre temps, on a lu ces livres comme des contes, mais en réalité, c'était pas des contes. On vous a berné toute votre enfance. C'était des faits divers, ça s'est réellement passé dans la ville de Port Fairy et les fins des temps, c'est-à-dire les personnages, on a la petite sirène, on a le prince charmant, on a Blanche-Neige, on a dans ce tome-ci, donc vous en doutez, le petit chaperon rouge, et bien ils existent, ils habitent à Port Fairy. Ils sont condamnés à habiter toujours à Port Fairy, ils sont éternels, ils ne mouriront jamais. Et Relda Grimm, donc qui est leur grand-mère, elle est détective, donc elle est chargée d'enquêter un petit peu sur tous les faits bizarres qui pourraient se passer dans la ville et dus aux fins des temps. Et dans ce tome-ci, ça va être une enquête, vous vous en doutez bien, autour du petit chaperon rouge. Alors j'ai beaucoup aimé ce 3e tome, tout comme j'ai adoré les 2 premiers. J'ai été très contente de retrouver les personnages de Daphné et Sabrina. On voit vraiment leur évolution en comparaison des premiers tomes, où c'est vrai qu'elles étaient beaucoup plus jeunes, on les voit évoluer, on les voit accepter petit à petit leur situation. Et le mystère autour de leurs parents commence à s'éclaircir. Voilà, on a dans toute la saga ce mystère central autour de leurs parents, et puis à chaque fois une petite enquête avec un personnage fin des temps. Et c'est tout simplement génial. C'est complètement addictif et Michael Buckley a une écriture très simple, mais la magie chez moi opère à tous les coups. Il sait imaginer des trucs complètement de fou et à chaque fois que je lis un tome de cette saga, je suis comme une enfant, vraiment, parce que je lis et je trouve ça complètement génial. C'est une imagination débordante et à chaque fois que je découvre un nouveau personnage, je suis là « Oh, c'est trop bien !» Et il faut pas se fier aux contes qu'on a lus parce que les personnages qu'on pense gentils ne le sont peut-être pas toujours forcément et ceux qu'on pense méchants ne le sont peut-être pas toujours forcément non plus. Du coup, il brise complètement les codes des contes qu'on a pu découvrir durant notre enfance et c'est ça que je trouve complètement génial. Il a une écriture géniale.
Voilà, génial, génial, génial. C'est le seul mot que je peux vous dire pour vous convaincre de lire cette saga parce que c'est vraiment, vraiment top. Et en plus, dans ce tome-là, j'ai pu découvrir un petit chaperon rouge vraiment très, très particulier et c'est pas du tout celui qu'on connaît. Donc rien que pour voir ça, je vous conseille de vous lancer dans cette saga parce que ça vaut vraiment le détour. Je dois quand même mettre un petit bémol qui est que ce tome 3, selon moi, est plus sombre que les tomes précédents et pour des jeunes lecteurs, ça pourrait un petit peu les effrayer. Mais c'est contrebalancé par des moments où on a de l'humour, où on a des larmes, où on a des frissons. Et voilà, avec cette écriture simple, Michael Buckley arrive à transmettre autant de sentiments, autant d'émotions à ses lecteurs. Et c'est tout simplement génial. C'est la magie des mots, c'est la magie des livres, c'est la magie de l'écriture. Et c'est la magie des Sœurs Grimm. Donc encore une fois, pour moi, c'est une saga qui est trop peu connue en réécriture de contes. On peut penser au Pays des Contes de Chris Colfer ou encore, voilà, à tout plein d'autres livres au niveau jeunesse, mais on pense pas souvent aux Sœurs Grimm. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un livre que je recommande pour les plus petits comme pour les plus grands. C'est une réécriture de contes vraiment très très sympathique. Et pour ma part, j'ai hâte de poursuivre la saga, même si c'est vraiment dommage que les 3 derniers tomes n'aient pas encore été traduits en français. On poursuit encore une fois dans un tout autre genre avec La Reine des Vampires, qui est le tome 6 de la saga La Communauté du Sud, donc a inspiré la série télé True Blood de Charlaine Harris et c'est paru aux éditions J'ai lu. Alors encore une fois, je ne vais pas vous résumer le tome que j'ai lu parce que ça risque bien de vous spoiler, donc je vais vous parler rapidement du premier tome. Dans La Communauté du Sud, on va suivre le personnage de Sookie Stackhouse, qui est une jeune femme qui est serveuse dans un bar chez Merlotte. Elle a un patron, Sam, avec qui elle s'entend assez bien. Mais elle est un petit peu particulière puisqu'elle a un don, je mets bien de gros guillemets, puisqu'elle ne considère absolument pas ça comme un don, qui est la télépathie. Voilà, elle peut lire dans l'esprit des gens et dans sa vie quotidienne, c'est un vrai fléau pour elle parce qu'elle peut pas avoir une relation amoureuse, parce que bien évidemment quand vous lisez ce qui se passe dans la tête de votre copain, vous pouvez pas toujours être très content de ce que vous y trouvez, et puis les gens ils ont un petit peu peur d'elle, donc ils osent pas trop lui parler. Donc elle est un petit peu marginalisée socialement, on va dire, si ce n'est avec son patron Sam, avec qui elle s'entend très bien. Et sa vie va basculer le jour où elle va découvrir Bill Compton, qui est un vampire, et se rendre compte qu'elle ne peut pas lire dans son esprit. C'est le bonheur absolu. Oui, un vampire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où se déroule la Communauté du Sud, les vampires font partie de notre société. Donc là, l'histoire se déroule en pleine Louisiane, aux États-Unis. Les vampires ont fait leur coming out, comme ils disent, et ils ont révélé leur existence à toute la société. Ils vivent en parfaite cohabitation avec les humains depuis que les Japonais ont créé un sang de synthèse. Donc ils se nourrissent de sang de synthèse, ils en boivent en bouteille, voilà, comme nous on boit de l'eau ou quoi que ce soit. Et du coup c'est bien pratique puisqu'ils n'ont plus besoin d'aller tuer les petits humains pour se nourrir, ce qui est beaucoup mieux pour la cohabitation. Mais très vite Sookie va se rendre compte que les vampires ont fait leur coming out, mais qu'il y a tout un tas de créatures fantastiques qui existent également, mais qui elles n'ont juste pas encore révélé aux yeux de l'humanité leur existence. Et elle va se retrouver mêlée au fil des tomes dans tout un tas d'aventures incroyables aux côtés de toutes ces créatures magiques. Et c'est génial. C'est une saga de fou, pour moi c'est de la pure bombe, je suis totalement accro et j'adore. J'ai beaucoup aimé ce tome 6 bien évidemment, comme tous les tomes précédents de la saga. J'étais très contente de redécouvrir l'univers de Charlaine Harris, qui elle aussi a une imagination débordante parce qu'on va y découvrir tout un tas de créatures fantastiques. On a l'impression qu'elle a fait le tour et puis non, encore dans ce tome 6 elle nous en ramène de nouvelles. Et donc on se dit que c'est tout simplement génial parce que au 6e tome, la saga pour moi ne s'essouffle pas. On avait une intrigue de fou avec des personnages géniaux et l'auteur arrive encore à me surprendre, encore à amener de nouvelles choses, à amener de nouvelles créatures et à me donner envie de continuer la saga. Donc ça c'est top parce que c'est vrai que généralement les sagas au bout de 3-4 tomes je commence un petit peu à m'essouffler et à en avoir marre parce que j'ai l'impression que l'auteur a fait le tour, tourne en rond, mais là pas du tout. Cette saga est maintenant terminée, il y a 13 tomes et j'espère vraiment la terminer durant l'année 2017 parce que c'est de la bombe. Voilà, si vous ne connaissez pas la Communauté du Sud, je vous la recommande, même si vous ne lisez pas de Beat Lit, parce que c'est vrai que moi la Beat Lit, tout ce qui est vampire, etc. À part Twilight avant, honnêtement, j'en avais pas lu beaucoup et c'était pas trop ma tasse de thé. Mais depuis que j'ai lu cette saga, je peux vous assurer que quand je l'aurai terminée, je vais aller à la découverte d'autres sagas parce que c'est du pur bonheur, c'est génial, à chaque fois je suis à fond dedans. Faut pas me déranger, je commence, je pourrais tout lire d'une traite tellement c'est addictif et tellement c'est prenant. En plus, Charlaine Harris a vraiment une plume
pleine d'humour et elle prend beaucoup à partie son lecteur, donc on a l'impression vraiment d'être là, de vivre ça avec Suki et qu'elle nous raconte aussi son histoire. Parfois elle nous prend à part, elle nous pose des petites questions, où elle dit hey, tu t'en souviens dans ce tome-ci quand j'ai fait ça, enfin quelque chose comme ça, et je trouve que ça crée une autre dimension au livre et ça crée une autre relation avec le personnage principal. Quand je lis un tome de la communauté du Sud, que je retrouve Suki, ben c'est un petit peu comme si je retrouvais une vieille amie que j'avais laissée quelques mois auparavant, et ça fait du bien. J'ai lu sur internet que certaines personnes avaient un petit peu moins aimé ce 6e tome de la saga parce que Suki, pendant la majorité de ce 6e tome, est avec un personnage qui n'est pas un vampire, donc qui est une autre créature surnaturelle. Je vais rien vous dire pour pas vous spoiler. Et c'est vrai que ceux qui sont plus centrés sur les vampires, du coup, se sont peut-être un petit peu ennuyés, même si on en voit quelques-uns à quelques moments quand même. Ils ont une bonne partie du roman, le tome s'appelle quand même La Reine des Vampires, c'est pas pour rien. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant, moi ça m'a pas du tout dérangé parce que ces autres créatures avec qui elle est ont aussi beaucoup à apporter à l'histoire, beaucoup à apporter à la saga, et ils ont toute leur mythologie à eux aussi, ils ont tout leur mode de fonctionnement, leur hiérarchie, etc. qui est très intéressante à lire, et l'auteur s'est vraiment bien développé son univers comme je le disais, et moi ça m'a captivée tout simplement, et ça m'a absolument pas dérangé qu'on ne voit pas beaucoup les vampires. Je dirais peut-être même que les vampires sont pas mes créatures préférées dans cette saga-ci, mais j'ai hâte de continuer la saga, ça c'est sûr et certain, je vais dévorer les prochains tomes. Voilà, c'en est tout pour mon petit update au niveau saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous avez lu l'une de ces sagas, ce que vous avez pensé de ces tomes et ce que vous lisez en ce moment, parce que ça m'intéresse toujours. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, prenez grand soin de vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!